يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الشريك التكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Bonsoir, nous sommes quasiment au début de la saison estivale et période qui génère, comme vous le savez tous, chaque année, de grandes quantités de déchets. Sur les plages, les lieux de détente et de loisirs, les touristes affluent en grande masse et à la fin de l'été, malheureusement, le spectacle n'est pas beau à voir. Le déchet. D'abord, on va le définir. Tout simplement, on dira que c'est un objet à valeur nulle pour lequel le détenteur est prêt à payer pour s'en débarrasser. C'est la définition universelle. Est considéré comme déchet donc tout résidu d'un processus de production ou de transformation industrielle, aussi toute substance ou matériau produit que le détenteur donc décide d'abandonner. D'un point de vue économique, un déchet est considéré comme une marchandise à prix négatif. En effet, nous parlons bien d'une valeur économique. Les temps ont changé. Au point où les États aujourd'hui adoptent carrément des politiques de gestion de déchets. Il s'agit tout bonnement d'économie circulaire. En Algérie, toute une démarche dans ce domaine est assurée par une agence nationale. Son directeur général est là pour nous en parler. Des opérateurs économiques qui en font totalement leur métier existent aussi. L'un d'eux est aussi sur le plateau, on l'écoutera dans un instant, son témoignage en tous les cas. Le recyclage, le tri, la valorisation des déchets, voilà des notions nouvelles pour nous. Nos concitoyens adhèrent-ils facilement? Quel rôle des politiques publiques justement et particulièrement les collectivités locales? Quid du mindset? L'émission de ce soir est intitulée Économie circulaire, l'avenir du déchet. Bienvenue dans Insight. Voici mon plateau ce soir pour en parler. Karim Ouamane, directeur général de l'AND, l'Agence nationale des déchets. Bonsoir, monsieur Ouamane. Bonsoir Ahmed, merci beaucoup pour l'invitation. C'est à nous de vous remercier. Walid Hanifi, général manager de Green Sky. Walid Hanifi, merci d'être avec nous et bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon cher Nourdine Azouz, notre consultant comme toutes les semaines. Bonsoir Nourdine. Bonsoir Ahmed. Plaisir aussi de vous compter parmi nous. Pareillement. Alors, un déchet avec une véritable valeur économique, on avait à peine à l'imaginer il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est une réalité. Karim Ouamane, en matière d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le déchet a une valeur et c'est une vérité. Tout à fait. Donc, il faut juste se rappeler qu'avant qu'il soit déchet, toute cette masse de matière a débuté en fait là où on extrait de la matière première. Donc, voilà, il y a tout un aspect d'extraction de la matière première. Puis, ça passe sur différentes phases de transformation, de consommation et de production de déchets. Mais il faut savoir aussi qu'un produit est fait de matière première. Donc c'est un mélange de matières premières. Du coup, en post-consommation, ça devient un peu plus difficile d'extraire la matière première en mélange. C'est pour cela qu'est venue cette logique d'économie circulaire, en fait, où il va falloir intervenir en amont de tout ce processus pour justement pouvoir séparer ou profiter de cette matière première en post-consommation. Est-ce qu'il a une valeur, le déchet, en Algérie? Si on parle de matière première, c'est clair qu'il a une valeur. Vous savez que de nos jours, on n'extrait plus la matière première de l'environnement, mais plutôt des villes. C'est pour ça qu'on parle plutôt des mines urbaines. Donc, c'est vrai que ce qu'on produit en post-consommation reste du déchet, mais qui a une valeur de par sa composition. Maintenant, sa valeur, elle peut être positive comme elle peut être négative. Donc, voilà, donc c'est pour cela qu'il va falloir chercher un peu dans le contenu de notre poubelle
et voir de quoi elle est composée et d'estimer et d'apprécier les coûts de gestion de ce contenu. Valeur économique selon la catégorie, on peut Chaque le dire. type de déchet a une valeur marchande. Maintenant, il va falloir la comparer un petit peu à la matière première et les coûts inhérents à l'extraction de la matière première à partir de ce déchet. On va écouter l'opérateur économique, Walid Hanifi. Oui. Alors, aujourd'hui, cette valeur économique du déchet, vous qui êtes carrément opérateur dans ce domaine, comment vous pouvez la définir? Bien sûr. De facto, bon, si on prend la définition si on reprend la définition d'un déchet, c'est quelque chose qui arrive en fin de vie, en fin de cycle, c'est à la fin d'un processus. Et le but de l'économie circulaire, c'est de casser cette vision linéaire en disant on peut avoir un deuxième cycle à la fin de la première vision qui était linéaire. Maintenant, après, en termes de valeur économique, quand on parle d'économie circulaire, c'est de l'économie, donc c'est censé être un marché où il est censé avoir de l'offre et de la demande et un marché. Donc techniquement, les déchets, en théorie, ont une valeur positive ou négative, peuvent, après certaines transformations, être utilisés comme des matières premières, secondaires ou des matières de substitution, mais il faut attirer l'attention sur le fait qu'il y a tout un processus industriel qui arrive pour pouvoir valoriser ces déchets. Mais effectivement, aujourd'hui, dans une conjoncture mondiale qui est faite de réchauffement climatique, de rareté des matières premières au niveau mondial, de problèmes logistiques, font qu'il y a beaucoup de déchets dont la valeur, il y a quelques années, était quasiment nulle, si ce n'est négative, où il devient attrayant de pouvoir les transformer parce que le coût des matières premières est en pleine inflation, parce que rareté des matières premières. Donc ça devient intéressant économiquement de les valoriser et de les mettre sur le marché des matières premières secondaires. Cela étant, il va falloir prendre en considération qu'il y a des aspects techniques, des aspects qualitatifs pour pouvoir les réutiliser dans de bonnes conditions. Parfait. Première réaction, Nordine? Oui, le déchet est une valeur montante. Parce que c'est considéré depuis un certain nombre d'années, voire des décennies, comme un objet marchand et comme un objet économique. Le jetable n'est plus jetable, il est recyclable. Donc cela suppose une ingénierie, une infrastructure, une mise en place d'un dispositif qui génère à la fois de la technologie, du savoir-faire, mais aussi un système économique générateur d'emplois, là aussi de technologie. Donc on n'est plus dans la situation. D'ailleurs, je ne sais même pas si le déchet a été considéré par le passé comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Moi, je ne pense pas, parce que dans la culture de l'humain, même s'il y a eu des séquences à partir de la fin des années 50, 60, 70, le boom de la consommation, il y a toujours dans la culture de l'humain l'aspect sobriété et économiser ce que l'on a. Donc, valeur montante, qui s'explique par la présence du directeur de l'Agence nationale de déchets, et qui s'explique aussi par des chiffres et d'estimations à l'échelle mondiale qui donnent le tournis. En 2017-2018, on parlait, à propos de l'industrie qui traite les déchets, avec un chiffre de 330 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne. À l'horizon 2025, cette industrie-là devrait tourner autour de 530 milliards de dollars. Vous imaginez un petit peu la richesse que ça génère et la masse d'argent que ça génère, et avec aussi un accompagnement en termes technologiques, parce que la gestion des déchets telle qu'elle se faisait il y a 20 ans ou 30 ans n'est plus la même aujourd'hui. Peut-être que M. Ouamem peut nous en parler aujourd'hui. Et puis encore une fois, pour résumer, ça génère de l'emploi et de la richesse. D'accord. On va parler maintenant de ce concept d'économie circulaire. Petite historique peut-être avec vous, Karim Ouamem. Depuis quand existe ce concept? Quel est le pays qui l'a appliqué pour la première fois? Pour éviter de verser dans une approche académique, essayons de parler un peu de choses concrètes par rapport à cette économie circulaire et son intérêt et sa pertinence par rapport à la société en elle-même et aux citoyens également. En fait, l'économie circulaire, elle est venue pour en fait réconcilier l'humain avec son environnement. L'humain, pour se développer, pour subvenir à ses besoins, avait puisé massivement dans l'environnement pour extraire de la matière première, pour en faire une masse de déchets en bout de chaîne. Maintenant, l'économie circulaire, en fait, elle est arrivée pour justement reverser ce déchet, ou plutôt la matière première
qui composent ce déchet vers le début de la chaîne de consommation ou de transformation plutôt, ou de production de n'importe quelle société. Du coup, en fait, parce que la tendance de voir le déchet en tant que matière première, c'est vrai que c'est une matière première, mais la récupérer et la valoriser, ça a un coût aussi. Mais est-ce que la matière première qu'on va extraire de ce déchet va rester suffisamment concurrentielle par rapport à la matière première qu'on continue à extraire de notre environnement? Du coup, l'enjeu est là, le challenge est là en fait. Comment mettre en place ce système où il y a un certain nombre de mécanismes économiques, incitatifs, sociaux aussi, qui permettent de rendre cette matière première contenue dans le déchet. Parce que on ne va pas considérer le déchet comme une matière première, mais plutôt il est composé d'un spectre de matière première qu'il va falloir séparer déjà. Ça a un coût, séparer et reverser en début de process. Et voilà, tout ça a un coût. Du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Il faut que l'être humain s'intègre dans cette logique, revienne à la raison, impacte toute l'économie de son territoire. Vous savez, dans l'économie circulaire, on parle moins de production, mais on parle plutôt de services. Voilà. Si je peux louer un véhicule, mais il vaut mieux louer un véhicule si je suis une entreprise. Si je loue un véhicule, ça rendra grand service à l'économie d'un pays, parce qu'un véhicule acheté et utilisé uniquement par une institution ou une entreprise finira en bout de chaîne comme déchet. Voilà. Et il va falloir prendre en charge. Alors qu'un véhicule qui est loué, il est entretenu, il sert à plusieurs opérateurs. Donc c'est tout ça la logique de l'économie circulaire. Donc l'être humain... L'optimisation, la rationalisation. Tout à fait. C'est optimiser, rationaliser la production déjà et la consommation. Et pour que la production soit rationalisée, il faut aussi optimiser plutôt. Il faut que la consommation revienne aussi, l'être humain revienne à la raison, consomme d'une manière durable. C'est lui en fait qui deviendra exigeant par rapport à ces produits destinés à la consommation, et tout ça va impacter la production. Et si on parle d'impacter la production, on parle fatalement aussi sur l'extraction de la matière première. Donc si on peut inciter à utiliser la matière première issue du déchet au lieu et place de la matière première vierge, là tout l'intérêt est là en fait. Et comment justement au niveau de l'AND vous encouragez vous sensibiliser autour de cette politique ou de ces politiques d'économie circulaire? Je rappelle que vous venez de terminer votre salon, que vous tenez annuellement, et c'est une thématique centrale dans les différents événements que vous organisez. En fait, nous agissons dans le cadre de toute une politique tracée par le ministère de l'Environnement. Donc déjà, le ministère de l'Environnement a une vision et une logique par rapport à la mise en œuvre de l'économie circulaire. Vous savez, dans les textes actuels déjà, on peut trouver des passages où on parle de l'économie circulaire. Mais voilà, donc maintenant il va falloir adapter les textes, les rendre beaucoup plus orientés vers cette nouvelle vision économique. Et c'est dans ce sens que déjà notre ministère de l'Environnement a mis en place déjà un premier mécanisme destiné à la production et à la consommation plus durable. Donc c'est toute une stratégie, tout un plan d'action en fait, qui est en train d'être mis en place. C'est vrai que ce n'est pas visible parce que ça va prendre le temps qu'il faut. Voilà, c'est des choses qui se développent au fur et à mesure. Même les pays les plus développés sont tout à fait au début de cette nouvelle vision en matière d'économie. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette prise de conscience de l'intérêt de changer de modèle de consommation, de changer aussi de modèle de production et de voir le déchet, les composants du déchet, pas le déchet en tant que déchet, parce que le déchet en lui-même, il a une valeur négative, mais voir plutôt les différentes composantes du déchet qui ont plutôt différentes valeurs qu'il va falloir extraire et les réinjecter dans le processus de transformation et de consommation. Alors Walid Hanifi, en tant qu'opérateur économique, vous êtes dans ce domaine. Vos collaborateurs, vous pouvez même nous en parler, vous avez une centaine, c'est bien cela ? Plus, on est près de 200 collaborateurs. Très bien. Tous qui gravitent autour de ce secteur d'activité. Comment voyez-vous votre rôle en tant qu'acteur économique dans ce concept d'économie circulaire ?
Écoutez, nous en tant qu'entreprise, donc Green Sky, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la gestion environnementale. Donc notre cœur de métier spécifiquement, c'est la gestion de déchets spéciaux et le recyclage et la valorisation de déchets post-industriels. Aujourd'hui, à travers plusieurs technologies que nous exploitons, il y a certains déchets que nous éliminons, certains déchets que nous traitons, certains déchets que nous recyclons en propre et en partenariat. Et c'est notre cœur de métier. Donc on est en plein dans l'économie circulaire parce que nous sommes l'un des acteurs ou des parties prenantes qui font partie de cette économie-là. Maintenant, effectivement, la problématique qui se pose aujourd'hui en termes d'économie circulaire, c'est à quel moment il faut donner, je pense, la primauté à l'environnement et à la santé publique. Et la deuxième partie économique, elle arrive en second lieu. Ce que dit M. Ouaman, c'est que c'est vrai que les déchets ont une valeur, des valeurs intrinsèques en matière de matières premières ou en étant des matières premières secondaires ou de substitution. Mais si on fixe le spectre uniquement sur cette vision-là, on risque à court ou à moyen terme d'avoir des défauts qui sont de l'ordre environnementaux et de santé publique. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Aujourd'hui, il se pourrait qu'un déchet ait une très forte valeur vu sa demande, mais au bout d'un an, 2 ans, il se pourrait que le marché se dégringole et qu'il n'y ait plus de demande. Quid de qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, la partie économique est une partie d'une vision plus complexe. Donc, aujourd'hui, les déchets, quels qu'ils soient, doivent être traités d'une manière ou d'une autre. Qu'ils aient une valeur positive ou négative, ça n'empêche pas que la finalité est que ces déchets doivent être pris en charge. Maintenant, charge à nous de leur donner une seconde vie. Charge à nous de leur donner une seconde vie, que ça nous coûte ou que ça nous fasse gagner de l'argent, il faut qu'on leur donne une seconde vie parce que c'est une responsabilité environnementale et pour les générations futures. Maintenant, le souci aujourd'hui qui se pose, en matière, si on va dire, on classifie les déchets comme étant des matières premières secondaires ou quelque chose qu'on peut valoriser, effectivement, c'est une partie de l'équation, mais c'est pas toute l'équation. C'est pas toute l'équation. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir valoriser des déchets, il va falloir qu'il y ait une filière de collecte qui soit organisée et qui puisse les acheminer selon des conditions où on puisse les transformer. Il faut avoir une industrie capable de pouvoir les faire passer de stade de déchets à matière première secondaire ou quelque chose qui puisse être exploité dans un processus industriel. Et tout ça, c'est de l'investissement, c'est de la ressource humaine, c'est une politique générale, c'est aussi une volonté de tout le monde pour qu'on puisse le faire. Très bien. Oudin Azouz ? Oui, moi je trouve que c'est pertinent quand même de revenir au rappel historique du concept d'économie circulaire que vous avez évoqué il n'y a pas longtemps, Ahmed. Le concept d'économie circulaire est né dans les sociétés d'hyperconsommation, à la fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis, où on a commencé à consommer à outrance, à ne plus savoir quoi faire des décharges. Et c'est posé tout de suite l'impact environnemental que vient d'évoquer M. Ouaman. Donc, fin des années 60, début des années 70, consumérisme à outrance, qui pose des problèmes d'abord économiques parce qu'on surconsomme pour jeter et puis on fait du mal au milieu naturel et à l'environnement. Ce sont des situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui parce que nous sommes en train de devenir une société de consommation et on jette et on gaspille à une vitesse et à des niveaux inimaginables aujourd'hui par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme patrimoine environnemental, mais aussi comme puissance ou pertinence économique aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé il y a une 50aine d'années, qui a été théorisé maintes fois, il y a de très beaux textes sur l'économie circulaire, comment éviter de gaspiller, comment essayer de recycler ce qui a été déjà consommé pour qu'il ne devienne pas une charge et un fardeau pour le milieu naturel. Aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent pour nous aujourd'hui, à preuve qu'on a une agence
national de gestion des déchets. Donc, regardez ce qui se faisait, ce qui a été en débat il y a une cinquantaine d'années dans d'autres sociétés, aujourd'hui nous permet aujourd'hui d'avoir des clés, peut-être même aussi avoir des pistes en termes de fonctionnement et en termes de positionnement par rapport à cette problématique-là. J'ai parlé de théorie parce qu'effectivement, il y a énormément de textes. On peut citer ceux de Jérémy Rifkin, mais bon, au passage, c'est une anecdote. Donc, on est aujourd'hui confronté à un véritable problème de gestion de l'hyperconsommation vers laquelle nous sommes en train de nous diriger aujourd'hui, ce qui nous pose de sérieux problèmes, avant tout environnementaux. Et j'ai envie de poser une question technique un peu à Karim Ouamane, puisqu'aujourd'hui, pour tout simplement élaborer cette stratégie, pour déterminer le bon mode de fonctionnement, il vous faut de la donnée, il vous faut de la data pour la récolter. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces paramètres-là de saisonnalité, de localisation, vu que le déchet est instable? Voilà. Là, je veux tout à fait, vous l'avez bien signifié tout à fait au début de l'émission, c'est Ahmed. Effectivement, par exemple, si je cite la saison estivale, donc on pense qu'il y a une surproduction de déchets. Mais en fait, la question n'est pas liée à la surproduction. C'est le déplacement de la production du déchet. Vous savez, durant la saison estivale, les gens, généralement, vont vers des endroits attractifs, où ils peuvent se reposer. Et là, cette concentration de population va engendrer une production beaucoup plus importante. Supplémentaire par rapport à cette région. Et en fait, cette production, elle est soustraite d'une autre région du pays aussi. Donc voilà, donc, ce qui est en plus ici est en négatif dans une autre région, parce qu'en fait, le producteur s'est déplacé d'une région à une autre. Et pour avoir toutes ces données, c'est pas, nous sommes mandatés par les pouvoirs publics pour justement travailler sur tout ce qui est indicateur dans le domaine de la gestion des déchets. Et je peux vous certifier que c'est pas facile de collecter et de traiter et de transformer cette donnée en indicateur. Au niveau de l'agence, nous avons développé ce qu'on appelle un système national d'information sur les déchets. On est passé carrément dans le numérique, donc c'est une plateforme où le détenteur de l'information renseigne la plateforme, et cette donnée, elle est vérifiée, consolidée et transformée en indicateur. Vous sous-entendez la bourse? La bourse des déchets? Non, c'est le système national d'information sur les déchets, c'est carrément un système d'information. Donc on collecte l'information, elle est renseignée en ligne, et cette information, elle est transformée en indicateur, différents types d'indicateurs. Je peux vous en citer plusieurs. La répartition, la répartition des déchets par région, la répartition des déchets par générateur, l'implantation la géolocalisation de toutes les installations, et par un jeu de cartes et de couleurs, on peut montrer là où il y a une surproduction, il y a moins de traitement. C'est tout un ensemble d'indicateurs qui servent à apprécier la situation et permettre aussi d'apprécier et d'évaluer la mise en œuvre des différentes politiques nationales. Alors, en tant que directeur général de l'AND, ça fait un moment que vous êtes à la tête de cette agence, vous avez vu défiler des entreprises. Il y en a qui ont réussi. On a l'exemple de notre ami Walid Hanifi, d'autres pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un engouement vers ce métier? Et déjà, qui sont les acteurs qui gravitent autour de ce secteur du déchet? Est-ce qu'il y en a tant? J'ai eu cette chance, effectivement, de voir défiler beaucoup d'opérateurs, des gens évolués à l'image de Walid. Donc, c'est des jeunes qui ont commencé petits, mais qui s'agrandissent au fur et à mesure, qui prennent goût, en fait, à ce métier. J'ai eu cet avantage aussi de voir évoluer la qualité du déchet. Vous savez que les années 90, nous n'avions pas du tout la même qualité de déchets qu'on connaît de nos jours. Et toute la complexité, en fait, est là. C'est dû au modèle de consommation, déjà. Tout à fait, ce qu'on consomme, ce qu'on produit déjà, ce qu'on consomme et ce qu'on jette. Tout ça impacte le système de gestion des déchets, qui doit rester évolutif. Et il doit rester aussi à l'écoute de ces différentes évolutions. Vous savez, c'est à partir des indicateurs de la donnée qu'on peut réorienter les politiques et les stratégies nationales. C'est vrai que le déchet de nos jours sa qualité a complètement changé. On a beaucoup plus d'emballage, beaucoup plus de déchets spéciaux, des déchets dangereux, même, y compris dans les déchets ménagers. Si je vous disais que la valeur marchande des déchets ménagers en Algérie, en 2021, elle avait une valeur marchande de plus de 150 milliards de dinars. C'est important, n'est-ce pas?
mais en termes de captage de ce gisement et en matière de prise en charge de ce déchet. Vous savez, ça va nous coûter aussi de l'argent que de trier, de séparer les différents flux et de sensibiliser les gens à faire le... Vous savez que c'est vrai qu'un déchet, il a une valeur marchande. Maintenant, pour le transformer, il a un coût aussi. D'accord. Walid Hanifi, la première question que j'ai envie de vous poser, lorsque vous avez entamé cette carrière, on va dire, où vous avez eu l'idée de créer une entreprise, vous l'avez eu vous-même, on vous l'a inspiré, vous y croyez dans le déchet, comment ça s'est passé, comment vous avez eu le déclic à l'époque déjà? La petite histoire, c'est que j'étais étudiant et à la fin de mon deuxième cycle d'études, j'arrive à un moment où on me demande de rendre une étude sur un potentiel investissement ou la création d'une entreprise. Donc c'est là où l'idée germe. En disant, voilà, quand on ouvrait les journaux, il y a de cela une quinzaine d'années, on était sur une problématique récurrente, c'était les déchets hospitaliers, c'était les déchets pharmaceutiques, il y avait beaucoup d'articles qui parlaient des anciens stocks, des anciens andimètres, donc voilà. Donc on se dit, peut-être qu'il y a une potentialité, on est en plein dans un environnement où la problématique environnementale commence à prendre de l'ampleur, et on se pose la question en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc c'est là que l'idée a germé, donc on fait une étude de marché, on fait un business plan, et à la fin, est-ce qu'on prend la décision, et c'est la décision fatidique de tout entrepreneur, on dit on fait du go, not go, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Donc on décide d'y aller, donc on est deux associés, deux amis de longue date que je salue Mounir, mon associé. Donc, et on s'y met. Donc on s'y met, on voit quelles sont les modalités, quelle est la réglementation. Déjà, le fait d'avoir fait une étude au préalable nous avait permis déjà de détecter quels étaient le cadre réglementaire, quelles étaient les technologies, les besoins, quelles étaient les technologies qui étaient mises à notre disposition et dans quel ordre on pouvait faire un investissement. Donc on commence et petit à petit, on s'intéresse au début à certains types de déchets qui étaient les déchets pharmaceutiques, puis les déchets hospitaliers. Au bout d'une année et demie, on commence à faire notre premier investissement, c'était notre première unité de traitement de déchets hospitaliers par désinfection. Et voilà, petit à petit, on était 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Et aujourd'hui, je salue tous les opérateurs de notre entreprise parce que cette réussite, c'est la leur. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui exploitent les unités, c'est eux qui sont devant nos clients. Et voilà, donc le plus important aussi, c'est ce que je voudrais dire aux futurs entrepreneurs ou ceux qui viennent sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il faut faire les choses d'une manière structurée. Aujourd'hui, l'Agence nationale des déchets a fait déjà quelques accompagnements pour des jeunes entrepreneurs. Aussi, il faut se rapprocher aussi des centres d'information pour pouvoir connaître quels sont les cadres réglementaires, quelles sont les technologies et de voir quels sont les différents dispositifs. Mais comme le dit Kurt Lewin, il n'y a pas meilleure pratique qu'une bonne théorie. Donc à un moment, il faut se mettre quelque part en disant on analyse les choses, même si on le fait d'une manière basique, mais à un moment, il va falloir que ça se fasse. Et tout l'entourage autour de vous, oui. Est-ce que vous sentez une curiosité d'autres opérateurs qui s'intéressent au secteur du déchet? On connaît la pénibilité qu'il y a derrière ce secteur. Oui. C'est pas un métier qui ferait rêver, je parle au conditionnel. Mais vous arrivez à leur dire le contraire. Est-ce qu'ils y adhèrent à votre histoire, à votre démarche? Bien sûr, écoutez, aujourd'hui, nous ce qu'on vit en tant qu'entreprise, c'est que on est passé par des phases où on commence aujourd'hui à émerger et faire partie des leaders de notre métier. Certainement, ça attire la convoitise. Peut-être qu'on donne l'exemple à d'autres nouveaux acteurs, qu'ils soient petits et grands, parce qu'aujourd'hui on commence à en avoir quelques-uns qui sont de gros mastodontes qui veulent faire leur entrée sur le marché algérien. Et effectivement, ça crée de l'attractivité. Moi qui suis de formation économique, la réussite des opérateurs à l'intérieur d'un marché crée cette attractivité et va ramener de nouveaux entrants. Qualifiés, moins qualifiés, très organisés, moins organisés, mais l'attractivité y est. Maintenant, aujourd'hui, le marché algérien, aujourd'hui, nous, on est à notre 12e année d'existence. On est à notre 13e année d'existence, le temps passe vite. D'ailleurs, je commence à avoir des cheveux blancs, ça se voit. Monsieur Karim Ouaman, il a dû me connaître un peu plus jeune. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique.
Le marché a complètement changé de ce qu'il était il y a une décennie et aujourd'hui en matière de demande, en matière de prise de conscience généralisée, parce qu'en fait, nous, on a deux métiers. On est sur le métier des déchets spéciaux, donc nos clients sont exclusivement ou des entreprises ou des institutions ou des entreprises publiques, et on a une autre activité qui s'occupe du recyclage et de la valorisation des déchets post-industriels. Donc on recycle des déchets qui sont issus de différentes industries. Donc sur les deux, on a aujourd'hui des savoir-faire aujourd'hui où on arrive à maîtriser des technologies et il faut aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on n'est qu'au début du parcours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez si on doit recycler de plus gros volumes, si on doit amener et valoriser de plus gros volumes, il va falloir que des entreprises existantes passent à des tailles critiques beaucoup plus grandes pour pouvoir faire des investissements beaucoup plus grands pour capter beaucoup plus de volume et dans un deuxième temps avoir aussi un pouvoir économique pour pouvoir redistribuer ces matières, les remettre sur le marché selon des conditions et après ça peut être un marché local comme ça peut être des marchés internationaux. Donc, Denazou, c'est un secteur vierge, hein, on peut le dire carrément. Donc, les opérateurs, normalement, doivent Absolument. y aller difficile massivement. aussi, hein, parce que la virginité du secteur, probablement, est symptomatique de la difficulté à investir dedans. À propos des opérateurs, l'environnement a donné un chiffre sur le nombre d'opérateurs. Ils seraient autour de 14 000 en 2021. Ils étaient autour de 4 000, toujours selon les chiffres de l'environnement, en 2019. Donc il y a un engouement. Et puis il y a une courbe ascensionnelle qui indique qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui connaissent le milieu ou qui sont profanes, qui s'intéressent à l'investissement dedans. Maintenant, il y a un certain nombre de questions à régler. Et là, je reviens en réaction à la difficulté évoquée tout à l'heure par M. Ouamad sur les problèmes à faire face aux déchets et à les traiter. Je pense que une des raisons de ces problèmes, c'est que les collectivités ne jouent pas le jeu. Parce que la question des déchets, y compris dans son aspect, dans son versant économique, ne concerne pas uniquement l'Agence nationale de déchets ou l'environnement. Ça concerne pratiquement tous les secteurs et tous les démembrements des ministériels du gouvernement. Si vous avez des collectivités locales qui ne sont pas au fait et qui ne sont pas informées de l'enjeu de la gestion du déchet, l'environnement ne pourra pas travailler comme il le voudrait et ne pourra pas, même sur un plan décennal, mettre en place sa feuille de route. Preuve en est, et là je parle sous ma casquette de journaliste, quand vous discutez avec les représentants du ministère de l'Environnement au niveau du wilaya, ils passent leur temps à se plaindre d'un manque de visibilité et d'audience de la part des walis et des collectivités locales. Ça, c'est problématique et ça peut être aussi une indication sur le fait que ça reste encore un secteur difficile à investir, ajoutant aussi une question peut-être qui n'a pas été abordée, combien ça coûte que d'investir dans ce secteur? Est-ce qu'il faut un niveau d'investissement important? Qui est éligible à investir et à faire des affaires? Parce que c'est ça, à faire des affaires qui soient utiles pour la collectivité dans ce secteur-là. Voilà. Très bien. Alors, on parle de difficultés, on parle de visibilité. Khalil Ouamad, si je vous pose la question, finalement, aujourd'hui, les investisseurs dans ce domaine, il y en a de plus en plus, de moins en moins. En tant que directeur de l'AND, qu'est-ce que vous pouvez... Il y a plus, c'est clair qu'entre 2014 et 2021, il y a une augmentation significative des acteurs qui travaillent dans ce domaine. Qui s'y intéressent. Il y a plus de 14 000 de nos jours, c'est important. En 2014, ça tournait autour de 4 000. J'imagine un peu l'intérêt qu'ont ces gens, mais moi je dirais que ça peut drainer beaucoup plus que ça. Le problème qui se pose par rapport si on parle de valorisation des déchets, le problème se pose par rapport au captage de cette fraction valorisable contenue dans le déchet. Vous savez, en termes de jargon du métier, on parle d'un gisement disponible et d'un gisement captable. Un gisement disponible, on peut dire que par exemple dans le déchet, il y a 15% de la masse du déchet ménager qui est générée par le citoyen, elle est composée de à hauteur de 15% en matière de plastique. Voilà. Là, c'est ce qui est disponible. Maintenant, techniquement, est-ce qu'on est capable d'absorber toute cette masse? Techniquement, ça ne sera pas possible. Parce que c'est des déchets en mélange, et puis ça coûte cher que d'installer des bacs partout. Nous avions estimé
la mise en place des bacs, déjà en 2014, où la valeur marchande du déchet était de 38 milliards de dinars. En 2014, il fallait installer 54 milliards de bacs. Vous imaginez un peu. Donc ça coûte excessivement cher. Du coup, on doit se fixer des objectifs de tri. Des objectifs pourquoi? C'est pour permettre d'exploiter la capacité installée actuelle et de motiver d'autres à s'installer aussi et d'augmenter ces objectifs de tri au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà, cet indicateur de 14 000 entreprises, pour nous, c'est très significatif. Vous savez qu'en matière de tri en Algérie, nous avons estimé le taux de recyclage en Algérie en 2021 à 9,83%. Vous imaginez? Donc déjà, avec 9,83%, on a pratiquement 14 000 entreprises qui travaillent dans ce domaine. Imaginez, on se fixe un objectif de 20%. Donc c'est important en matière de création de richesse et d'emplois. Walid Hanifi? En fait, la problématique, si on se pose en termes purement économiques, nous, en tant qu'acteurs, ce qu'on dit aujourd'hui, et de potentiels investisseurs, qu'ils soient nationaux, internationaux ou en JV, c'est qu'aujourd'hui, principalement, nous, on a besoin de visibilité. De visibilité parce qu'aujourd'hui, un investisseur ne peut pas faire d'investissement s'il n'a pas de visibilité en termes, premièrement, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut savoir que le secteur environnemental est extrêmement réglementé en Algérie. Donc, il est réglementé dans tous ses aspects. Qu'est-ce que vous appelez visibilité? Qu'il sache où mettre les pieds. Exactement. Sa rentabilité, quand est-ce qu'il le reçoit? Normalement, la rentabilité est à charge de l'entrepreneur. Le fait de faire ses business plans, c'est sa charge. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir de la visibilité en termes de marché. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, un exemple clair. Hein. Aujourd'hui, si on reprend la structure économique du marché algérien, aujourd'hui, par exemple, pour le recyclage des déchets qui sortent d'un centre d'enfouissement technique. Donc après, qui est trié. Donc aujourd'hui, il y a certains centres d'enfouissement technique qui arrivent, qui font un avis d'appel d'offres annuel pour une quantité de déchets lambda qui va sortir. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir des investissements, on peut les réaliser, mais à contrario, on a besoin d'avoir une visibilité sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'on peut créer des unités de traitement, de pré-tri ou de recyclage de certaines fractions de déchets avec des investissements qui restent conséquents. Aujourd'hui, je reprends ce que vous disiez, l'investissement dans le domaine du recyclage, dans le domaine de l'environnement en général, c'est un investissement qui est généralement moyennement et hautement technologique. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des déchets derrière qu'il y ait une valeur économique, il faut qu'on ait des technologies qui soient assez poussées pour que ce soit en matière de tri optique, que ce soit en matière de traitement mécanique ou autre. Donc aujourd'hui, nous, notre avis, c'est il y a certains marchés ou certaines potentialités où on peut shortlister des entreprises algériennes ou des opérateurs économiques qui sont intéressés en leur donnant de la visibilité sur du moyen terme. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra faire des investissements. Parce qu'on ne peut pas faire d'investissement sur du spot. Aujourd'hui, les marchés qui existent sont des marchés spot. Donc la saisonnalité, l'effet de la demande font qu'on va être frileux à faire des investissements à long terme sur des ressources dont on n'a pas la visibilité ou on n'a pas de garantie. On n'a pas de garantie de pouvoir avoir demain la ressource. Je vous donne un exemple. Si demain on doit créer une usine de recyclage de plastique pour minimiser les flux de plastique qu'on va retrouver dans l'environnement, ce qui a été fait dans d'autres pays historiquement, c'est qu'on a promu ces activités et on les a désaxées de l'aspect économique. C'est-à-dire qu'on peut faire ces investissements. Si vous gagnez ou vous perdez, de toutes les manières, ça contribue, on va dire, à la protection de l'environnement et la santé de nos concitoyens. Donc, après, on peut avoir des systèmes de bonification, des systèmes d'aide qui font qu'on peut s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, faire des investissements lourds sur des matières premières dont on ne maîtrise pas du tout le coût, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. C'est risqué. C'est très risqué. Donc, si on est frileux, aujourd'hui, on ne peut pas promouvoir aujourd'hui, c'est de faire du marketing territorial. C'est ça. Si on veut que des opérateurs économiques investissent, et il y en a beaucoup, et ils ont les moyens financiers
et le savoir-faire et la technologie, vu la ressource humaine algérienne, vu la maîtrise qu'ils ont du métier, peuvent le faire. Mais c'est juste comment on peut, on va dire, les réconforter dans leur investissement en ayant un effort au moins dans une première phase en disant sur les 3-4 premières années, on peut développer une industrie en ayant certaines garanties qu'on ne se cassera pas la gueule. C'est une inquiétude légitime, j'ai envie de dire, Karim Ouaman, et certainement c'est une des doléances que les opérateurs vous racontent lorsque vous les rencontrez. Écoutez, c'est tout à fait légitime qu'un opérateur, pour qu'il puisse investir, il doit s'assurer qu'il y ait un gisement déjà, s'assurer qu'il y ait du foncier, s'assurer qu'il y ait le maximum de sécurité pour qu'il puisse réussir son investissement. Vous savez, un marché, en termes de logique, il est tout simple, un marché. Il est fait d'acteurs. Les principaux acteurs font l'offre et la demande. Maintenant, pour un investisseur, supposons qu'il décide d'investir dans un territoire donné, il a besoin de quoi en fait? Il a besoin d'être informé sur ce qui est produit dans cette région, disons, les incitations qui vont lui permettre, qui vont l'attirer pour investir dans tel territoire et pas dans un autre territoire. Et puis, si je revenais au marché, il y a l'offre et la demande. La demande ne pourrait venir qu'à travers les collectivités locales, si on parle de déchets ménagers. Si je suis un opérateur qui va verser dans le tri, je vais faire un contrat avec qui? C'est avec la commune. Parce qu'en fait, de par la réglementation, la commune est en charge de la gestion des déchets. Elle est tenue de mettre en place sur son territoire un système de gestion de déchets, et c'est à tout le monde de respecter ce système. La commune, même les collectivités locales doivent changer de langage en matière de gestion des déchets. Ces communes devraient être beaucoup plus positives dans leur langage. Elles devraient attirer les investisseurs en communiquant les quantités de déchets, les qualités de déchets et les opportunités d'investissement dans leur domaine. S'il n'y a pas cette demande, il n'y aura jamais d'offre. Souvent, ils ne le font pas. On travaille sur ça, justement. Vous savez que c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Maintenant, c'est tout le monde qui revient à la raison. Et on parle beaucoup plus de déchets de nos jours. Vous imaginez un peu. On est en contact permanent avec les collectivités locales. Et je peux vous rassurer que la réflexion par rapport à ce sujet commence à changer. Les gens commencent à s'organiser. Nous insistons auprès de collectivités locales pour qu'ils mettent en place ce qu'on appelle les mécanismes de planification et de gestion. Et c'est ces mécanismes qui vont leur permettre d'imaginer les systèmes de gestion. Et ces systèmes de gestion qui devraient être vendus auprès des différents acteurs. À titre d'exemple, notre ami. Voilà. Et c'est ça qui va permettre d'évoluer par rapport à ce sujet. Non, juste un rappel, Ahmed, utile pour le débat. Il faut rappeler qu'il y a déchets et déchets. Il y a déchets dans le traitement coûte moins cher ou à des niveaux capitalistiques qui sont soutenables. Raisonnables. Voilà, par exemple nos petites et moyennes entreprises. Comme il y a des déchets qui exigent des niveaux d'investissement très importants parce que, comme je disais tout à l'heure... Le traitement est peut-être plus cher que le produit Absolument, final. parce qu'il y a un apport technologique, il y a un apport de savoir-faire que on peut ne pas avoir aujourd'hui et qui demande donc beaucoup d'argent et parfois en devise forte. Moi, à cela, je voudrais ajouter aussi une interrogation que je voudrais partager avec le plateau. C'est que parmi les 14 000 opérateurs qui travaillent aujourd'hui dans le secteur, il serait intéressant de voir vers où ils vont. Et vers quel type de déchets, d'activités de traitement de déchets ils vont. Et ça peut nous donner un début de réponse à la question de l'investissement qui a été soulevée de manière pertinente par Walid tout à l'heure, et qui pourrait éventuellement aussi, pour les pouvoirs publics et ceux qui décident des politiques de gestion de nos déchets aujourd'hui, peut-être d'ouvrir des pistes et peut-être encourager l'investissement là où il est. C'est aussi des périodes. Absolument. On se rappelle à un moment donné, c'était tout le monde qui cherchait les cartons, à un moment donné, c'était les déchets ferreux. Moi, je pense que pour la saisonnalité... c'est la conjoncture, oui, c'est la saisonnalité mondiale et économique. Modestement, là je parle sous le contrôle de nos invités, la saisonnalité se pose pour les déchets, disons, gérables, entre guillemets, même si le terme paraît un peu simple. Ramadan, par exemple, on sait que c'est une période d'hyperconsommation et d'hyper-gaspillage. On a déjà connaissance du nombre de baguettes, par exemple, qui sont jetées dans les poubelles chaque soir. On est autour de 13 millions de baguettes, je crois, pour le Ramadan passé ou celui de 2021. Donc là, on est dans un niveau de gestion de déchets qui
soutenable et qui est à la portée de ce que je sais, moi, par rapport au savoir-faire de nos petites entreprises. Mais quand il s'agit d'huiles usagées, par exemple, voilà, mais qui sont souvent invisibles, comment ça se passe? En fait, Et combien d'argent faut-il pour ça? la question qu'il faut se poser, et généralement, quand vous parlez d'économie circulaire, c'est que purement, si on prend la problématique d'un point de vue purement économique, c'est que il faut savoir que pour pouvoir développer en amont la collecte, la valorisation, la transformation des déchets, il faut derrière qu'il y ait une industrie qui soit demandeuse des déchets qui soient recyclés. C'est-à-dire que c'est intimement lié, la gestion des déchets pour en faire de la matière première secondaire. Bon, c'est une des méthodes, hein. On peut en faire de la matière première secondaire, on peut les valoriser énergétiquement. Il y a mille et une façons de transformer les déchets et de les valoriser, pas uniquement en matière. Mais tout ça est relié à la demande. Donc c'est purement économique. Si demain, et c'est chose qui se passe aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, conjoncturellement, les déchets plastiques en Algérie sont en pleine inflation pour des raisons simples. Le marché mondial est en pleine inflation. Les difficultés qu'ont les opérateurs à importer de la matière première fait qu'ils sont demandeurs. Donc, on a de facto un secteur qui est il est dynamisé encore plus de ce qu'il était. Vous avez posé, on a donné l'exemple par exemple des déchets ferreux. Les déchets ferreux sont restés stockés pendant je ne sais pas combien d'années et il a fallu qu'il y ait 2-3 gros opérateurs économiques qui soient installés où il y a Qui en avaient besoin. Et l'appel d'air du marché, la filière de facto, elle s'organise d'elle-même parce que c'est un besoin économique. Après, charge de réguler le marché, ça c'est une autre partie de l'équation, la régulation de marché. Mais le marché en lui-même, il va s'auto-mettre en place parce que la demande est là, parce qu'on a des petits opérateurs, des petits collecteurs et de gros collecteurs qui vont... Idem pour le carton, on se rappelle, il y avait un gros opérateur bien sûr, qui était privé, qui est devenu public à un moment donné. Mais c'est la même chose pour des déchets qui sont en gros volume. Mais par contre, il faut comprendre que c'est des investissements qui sont monstres, qui se chiffrent en dizaines de millions, de cinquantaines de millions, si ce n'est des centaines de millions de dollars. Donc, il faut savoir que la valorisation des déchets est intimement liée à son aspect industriel. Nous, par exemple, dans notre entreprise, on se qualifie comme des industriels du déchet. Parce qu'il y a un gros, même si on est des prestataires de services, il y a un gros aspect serviction industriel, matériel, engineering, installation, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir gérer les déchets. Et c'est la même chose dans tous les secteurs. Un dernier commentaire, Karim Maman. Vous savez, Il reste quelques minutes. vous savez, de par ma fonction, je discute énormément avec les opérateurs, les gens qui s'intéressent à ce domaine. Je vais vous citer un exemple. Le plus basique, l'activité la plus basique en Algérie, le recyclage des plastiques, et notamment la bouteille PET. Vous savez, pour un opérateur, il a besoin de louer un hangar avec une surface minimale. C'est un minimum 1 à 2 millions de dinars par mois, vous imaginez. C'est ça. Et pour son process de transformation, il a besoin de 3 millions minimum de dollars. Et maintenant, pour s'approvisionner en matières premières, c'est minimum 3, 4, 5 millions de dinars par mois. Ça chiffre vite, ça monte vite. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est à hauteur de l'investissement. Vous imaginez, c'est très lourd en tant que... C'est pour ça que tous ces opérateurs doivent... Il faut qu'il y ait des incitations, des mécanismes incitatifs pour que ce déchet devienne attractif par rapport à la matière première vierge. D'accord. Dernière question, il reste 2 minutes. Je vais vous demander votre avis assez rapidement. Excusez-moi d'être aussi sec pour la poser. L'idée a germé à un moment donné. On a trop de déchets, pourquoi ne pas les exporter? Il y a eu même certains pays scandinaves qui se montraient favorables ou intéressés. Est-ce que l'idée vous tente? Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment l'envisager? Exporter nos déchets. Ça dépend de quel type de déchets on parle. Vous savez, si vous parlez des pays scandinaves, ils sont à la recherche de déchets à haut pouvoir calorifique. C'est pour produire de l'énergie pour leur territoire. Notre déchet est à 80% humide. Donc, ce n'est pas un déchet. Vous allez carrément brûler de l'eau. C'est pas... Sinon, ils auraient tapé à nos portes aussi. Hein. Voilà. Donc, cette approche d'export de déchets n'est pas vraiment vraie parce que ça n'a aucun sens. On ne peut pas, si je parle de déchets ménagers, on ne peut pas les exporter en tant que tels. Par contre, on peut exporter des déchets séparés
haute valeur économique. Et, je citerai les papiers cartons, les plastiques, les métaux et j'en passe. Mais pas un déchet en mélange. Un déchet en mélange, il faut mesurer son pouvoir calorifique pour qu'il puisse être incinéré dans des installations de production d'électricité, d'énergie ou de vapeur. Walid Hanifi. Oui, exporter des déchets. Maintenant, si on se positionne, nous, en tant qu'opérateur économique ou industriel, nous, notre objectif, c'est de maximiser la valeur ajoutée. Donc, si on exporte quelque chose de brut, c'est pas très intéressant. Donc, le but, c'est d'avoir un minimum de transformation sur le marché local pour pouvoir se retrouver sur des marchés qui ont peut-être une demande avec une valeur ajoutée qui soit plus importante en matière de création d'emplois, en matière de création de revenus, et le potentiel est là. Maintenant, après, charge à nous de faire les investissements et d'avoir peut-être le coup de pouce pour pouvoir les faire. C'est tout. C'est une question de coordination. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, en tant qu'entreprise qui est active dans le secteur environnemental, on paye la totalité des impôts et on n'a aucun aujourd'hui, on n'a pas encore en Algérie de système qui permet de bonifier peut-être les entreprises qui sont dans ce secteur-là en matière de rabattements fiscaux ou autres. Donc voilà, il y a Pour vous encourager. Il faut pas nous encourager, il faut encourager tous les opérateurs économiques qui sont dans le secteur de l'environnement parce que nous sommes la principale barrière, et je parle de toutes les parties prenantes, ce n'est pas que les opérateurs économiques, qui protégeons notre environnement, notre pays et notre santé et ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est ça la question. Il y a juste un autre élément dont je voudrais juste parler, ça va prendre 30 secondes. Donc on vient d'organiser un événement plugin avec une association nationale qui s'appelle Plugin Association Algéria. Donc on vient de créer un événement en partenariat pour le nettoyage des routes sur donc c'est un événement ludique qui va se passer à Hassim et Saoud. Donc ça s'est passé entre le 4 et le 5 en marge de la journée mondiale de l'environnement. Et donc ça n'empêche pas que même les entreprises à charge de notre taille, nous restons des entreprises tout d'abord citoyennes qui aiment notre pays et qui veulent faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre notre petit grain de sable dans cette équation. Et Karim Ouaman, pour votre salon virtuel, bientôt aussi en présentiel, puisque effectivement, l'objectif en fait, c'est de promouvoir l'investissement dans le domaine de la gestion des déchets. C'est l'objectif, c'est l'une des missions statutaires de l'Agence nationale des déchets. Nous sommes tenus de vulgariser tous ces métiers, tous ces concepts, et essayer d'impacter un peu les esprits et attirer et rendre ce métier beaucoup plus attractif. Merci beaucoup Karim Ouaman, directeur général de l'AND, l'Agence nationale des déchets, Walid Hanifi, général manager de Green Sky, et Nordine Azouz. Merci. Quotidien reporter comme tous les mercredis. Messieurs, merci. Nordine, merci. À la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. Merci, bonsoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.